on a besoin d'électricité, on a besoin d'eau, et je vais revenir sur ça. Mais pratiquement personne ne parle de la question de méthodologie. Et je pense que c'est là où certains de ceux qui ont précédé ont échoué. Comment est-ce qu'on doit arriver à ces objectifs? Comment on procède? Quel est le style de leadership que nous devons utiliser? Quelle est la philosophie avec laquelle nous allons approcher ces problèmes? Et troisièmement, personne ne parle de quel type d'homme nous avons besoin pour résoudre ces défis. Je vais donc commencer par le premier défi, le défi technique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je parlais de 6 grands domaines. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres domaines qui ont besoin d'une attention particulière. La sécurité. C'était pour moi une joie de lire qu'un certain nombre d'entre vous, honorables députés, sont allés voir le commandant de la 33e région militaire hier pour discuter des problèmes de sécurité à Fizi. Nous nous réjouissons que le Parlement provincial commence à s'approprier cette question tant décriée par la société civile. Mais y a-t-il un seul territoire qui n'a pas de risque sécuritaire dans cette province? Et quand je parle de sécurité, je ne suis pas seulement en train de parler des groupes armés qui d'ailleurs pilulent. Je suis plutôt en train de parler aussi de criminalité, sous toutes ses formes. Je suis en train de parler des tracasseries diverses de certains services de l'État qui, à eux seuls, créent de l'insécurité face à cette population qui maintenant ne sait plus vers quel sens se vouer. Donc la question sécurité est une question importante parce que, dit-on, sans la paix, il n'y a pas de développement. Qu'est-ce qu'il faudra que le gouvernement provincial fasse? Il nous faudra une politique provinciale pour répondre à ces défis sécuritaires. Il nous faudra des mécanismes provinciaux, même au sein du Parlement, pour que nous soyons capables d'endiguer ces problèmes sécuritaires qui, d'ailleurs, comme vous le savez, est une plague qui hante notre province depuis plus de 20 ans. Et un des facteurs majeurs du retard que nous enregistrons au décollage de la province. Deuxième défi, c'est le défi économique. Comment mobiliser les ressources? Suffisamment de moyens pour répondre à toutes les attentes. Nous allons parler d'infrastructures, d'eau, d'électricité. Il faudra financer tous ces efforts. Comment on mobilise les moyens? En évitant la corruption, les fraudes, l'écoulage des recettes. Il est estimé au niveau de la société civile que plus de 60% des recettes provinciales n'arrivent pas dans la trésorerie. Et nous avons assisté ici à des comptes parallèles, à la multiplicité des taxes, différentes taxes et des taxes parallèles. Comment résoudre cette problématique? Comment mobiliser les ressources sans asphyxier les petites et moyennes entreprises? Parce que l'économie en soi, ce n'est pas, l'État en soi ne génère pas des ressources. L'État utilise les taxes et les impôts pour s'approprier les moyens. Ce sont ces entreprises, les petites et moyennes entreprises, qui génèrent la richesse. Comment ne pas les asphyxier? Parce que c'est à quoi nous assistons maintenant, c'est que les grands poissons ont tendance à évader parce qu'ils ont des connaissances et des connexions. Et les petits poissons qui ne connaissent presque personne, ce sont eux qui portent le poids. Et ces poids les empêchent de grandir leurs entreprises. Comment créer un environnement pour que la production locale soit une réalité? Que le site qui vous aussi soit une province qui produise, une province qui exporte, qui nous ramène des devises. Comment créer un environnement qui rend compétitifs les entreprises locales sur le plan national et sur le plan international et régional? Voilà autant de questions auxquelles le gouvernement devra résoudre, des défis qui, comme je l'ai dit, s'ils réussissent à y répondre, aideront au décollage de la province. Sur le plan économique, j'allais oublier une chose. Comment créer l'accès aux capitaux? Il y a des marchés à capitaux, il y a des banques.
comment créer l'accès aux capitaux afin que le gouvernement provincial soit capable de répondre à ses engagements financiers? Je vais revenir sur ce point, mais c'est une honte d'entendre que les gens de la DPMR sont en grève. Les services qui recherchent les recettes sont en grève parce qu'ils ont 3, 4, 5 mois, je ne sais pas, à payer. Que les agents du gouvernement eux-mêmes ont 12, 13 mois à payer. Il faudra innover dans ce sens, il faudra trouver les moyens de la politique pour permettre à la province de décoller. Le social. Les jeunes, nous avons beaucoup de jeunes qui étudient, qui sont des œuvrés. Beaucoup de jeunes démobilisés, des groupes armés. On a parlé un peu de la question sécuritaire. Et ils se retrouvent au chômage. Il faudra une politique de l'emploi provincial. Il faudra que le gouvernement provincial ait un plan pour résorber ces jeunes et leur donner des occupations et des occupations dignes. Politique d'éducation. Rendre l'éducation accessible à tous, particulièrement ceux qui sont dans les milieux ruraux et plus particulièrement les femmes. Nous sommes au mois de mars et je me réjouis qu'il y a l'honorable qui soit là au moins au compte des députés femmes, mais on doit y penser parce qu'une population qui n'étudie pas, ce n'est pas un atout, ce n'est pas une ressource pour l'État, mais au contraire, ça devient un défi, mais aussi un danger public. La question de la prime, la question des frais académiques, des formations professionnelles, la question de l'accès à la santé, permettre l'accès aux soins de santé de qualité et à tous les sujets qui vous tiennent. Parlons d'infrastructures comme défi. Je ne vais pas vous dire que nous n'avons pas de route, puisque vous avez sûrement constaté en venant ici que même dans la ville de Bukavu, il n'y a que quelques artères praticables. Beaucoup d'entre vous, vous représentez, vous êtes des élus de Fizi, de Bounyakiri, de Calais, vous connaissez la problématique routière plus que peut-être moi qui vous parle. La finalité, nous pensons au niveau de la société civile, évidemment, il y a des routes d'intérêt national, mais à un moment, il faudra une politique de négociation avec Kinshasa pour que nous ayons des routes. Parce que si la route de Bounyakiri ne fonctionne pas, par exemple, elle n'est pas praticable, ce n'est pas Kinshasa qui souffre, c'est la province du Sud qui souffre. Il faudra donc développer une politique, non seulement de gestion des voies routières, mais aussi d'investissement dans les infrastructures routières. Infrastructures aéroportuaires, dans l'eau. Nous sommes au XXIe siècle, c'est une honte pour un pays qui a autant de ressources hydrographiques d'avoir des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable dans leur maison. Même dans la ville de Bukavu, nous avons des coupures d'électricité. Qu'en est-il des petits villages dans la province? Nous avons maintenant 3 villes dans nos 4 villes. Voilà, Baraka, Kamituga, Bukavu et Uvira. Quel est le programme urbanistique pour ces villes? Quel est le plan pour que ces villes soient urbanisées et qu'ils fassent bien vivre? Sur le plan judiciaire, quel sera le plan pour que les lois soient appliquées? Nous avons des lois, et peut-être des belles lois, mais elles ne sont pas appliquées. Comment vous allez combattre la corruption, l'impunité? Je parlais d'un défi majeur, et ça c'est sur le plan humain. Nous avons des ressources énormes en termes de population dans la province de Sud-Kivu. Mais ces ressources, si non encadrées, ne sont plus des ressources, mais deviennent des dangers. Des discriminations à outrance. Nous parlons élection, nous allons aussi parler tribalisme. Axe tel et axe autre. C'est que Dieu nous a donné comme un don, c'est-à-dire différentes tribus, différentes coutumes, qui est supposé nous enrichir des perspectives différentes, pour nous est devenu un talon d'Achille. Ce qui devait nous unir et nous causer à célébrer nos différences devient la source de discrimination et de rejet.
Mais la question que tout le monde se pose, quel est le plan provincial pour s'assurer que notre diversité ne soit pas un sujet de discrimination, mais plutôt une manne à richesse dans laquelle on tire les valeurs de tous les autres peuples pour un décollage de cette province, pour un enrichissement culturel et moral de cette province. Et donc il faudra un plan de renforcement de la cohésion et du sentiment provincial. Nous avons la notion d'être Congolais, nous le savons, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être Sud Kivu? Qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à la province du Sud Kivu? Il faudra donc que le gouvernement provincial, avec l'aide du Parlement provincial, nous développe des mécanismes pour une cohésion sociale de la province. Peut-être même institutionnaliser des mécanismes de cohésion sociale. Nous avons déjà le Barza interprovincial, le Barza intercommunautaire, mais nous avons l'impression que c'est plutôt une sorte de tribunal pour les problèmes et non pas un instrument pour favoriser la cohésion sociale. Il faudra donc que l'exécutif provincial et aussi le Parlement poussent les réflexions un peu plus loin dans ce sens. Nous sommes dans une région qui a plus de 20 ans de guerre, avec autant de groupuscules, et les 20 ans de guerre et de rébellions ont été précédés d'au moins une dizaine d'années de rejet de la dictature. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons une population qui a de mal de la peau de l'autorité. Cela s'illustre clairement. Dans la législature passée, la première législature provinciale, nous avons eu à nous seuls, si je ne me trompe, 4 gouverneurs de province, avec en moyenne une durée de 2 ans au maximum. C'est déjà un signe que le Sud Kivu tolère mal l'autorité. Il faudra donc, à un moment, que le Parlement et le gouvernement provincial pensent à résoudre ce problème, parce que c'est un problème qui, en causant l'instabilité au niveau du sommet de la province, fait assez qu'il n'y ait pas d'avancée et de progrès au niveau de la base. Voilà les grands défis que moi j'ai soulignés, 6. Et je sais qu'on pourra encore en parler, en donner plus, mais comme je l'ai dit, je n'ai que 20 minutes et il m'en reste une dizaine de temps. Il m'en reste 5, voilà. Donc même pas 10. En termes de méthodologie, quelle approche? La grande question c'est, est-il possible de développer une approche au leadership à la tête de la province du Sud Kivu pour donner un peu plus de stabilité et permettre le décollage de l'entité? En fait, au gouverneur qui passera, il faudra qu'il se demande comment ne pas être sûr que je suis sur une chaise éjectable. Comment rester le plus longtemps possible pour appliquer ma politique? La réponse, nous pensons, c'est dans une approche participative de la gestion de la chose publique. Et l'approche participative veut dire que toutes les décisions se négocient. Il faudra naviguer le Parlement, il faudra naviguer toutes les couches sociales, mais à un moment, il faudra rassembler autour de soi sur toutes les décisions. Nous proposons d'ailleurs, nous, en tant que société civile, au sein du Parlement, mais aussi au sein de l'exécutif provincial, l'établissement des cadres de concertation permanente pour permettre à ceux qui dirigent d'expliquer aux dirigés les décisions, l'approche qu'ils ont prise et les inviter à les accompagner. La méthodologie aussi, nous avons assisté dans les gouvernements qui sont passés. La méthodologie, ce serait celle de proximité. Nous voulons des gouvernants de proximité. Oui, territoire. Mais souvent, on a l'impression que le gouverneur est un maire glorifié de la ville de Bukavu. On a l'impression que le gouvernement provincial, c'est une autre forme de gouvernement de la ville de Bukavu. Pire encore, on a l'impression que le gouverneur de province, c'est un envoyé spécial de Kinshasa résident à Bukavu. On a assisté tous les 2 semaines, tous les mois, on le voit à Kinshasa tout le temps. On ne le voit pas dans les recoins de la province, s'enquérir des problèmes de la population et chercher des solutions locales.
Nous espérons donc qu'en termes de méthodologie, cela va changer avec les nouvelles exécutives. Troisième et dernier point, quel type de personne peut nous produire ces résultats? Quel type d'équipe il faudra à l'exécutif provincial? C'est dommage de le dire, la société civile s'est battue, certains d'entre vous, vous l'avez vu, nous avons lancé, il y a de cela presque 2 ans, la campagne de rajeunissement et renouvellement de la classe politique. L'idée derrière ça, ce n'était pas de viser certaines personnes, l'idée derrière ça, c'était simplement de dire que si vous voulez un décollage, vous voulez des développements, il faudra avoir les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et ces personnes, ce n'est pas seulement celui qui est connecté au parti politique, mais nous sommes ici en train de parler de personnes compétentes sur le plan moral, sur le plan technique pour résoudre ces problèmes. Alors ma question c'est de savoir, est-ce qu'on aura un leadership responsable et serviteur? Est-ce que ceux qui seront à la gouvernance de la province rompront avec la notion de royauté, ou comme on le dit souvent ici, de Massengen, et seront eux les serviteurs réels du peuple? Est-ce que le gouvernement provincial va distribuer les postes de ministère et de conseillerie à une pléthore de gens comme une sorte de récompense pour les avoir accompagnés pendant la campagne électorale, au risque de nous retrouver dans la situation à laquelle nous sommes, où le gouvernement est incapable de payer ses propres agents, parce qu'on les a recrutés et ils ont dépassé les attentes budgétaires, ou alors on va recourir à des gens qui sont responsables, compétents et qui ont une attitude de service. Comment voulez-vous recruter des gens que vous ne pouvez pas payer? C'est ce qu'on dit, vivre au-dessus de vos moyens. Et donc le gouvernement qui viendra devra être un gouvernement d'austérité. Et l'autorité provinciale devra manifester cette autorité elle-même par des choses aussi simples que son habillement. Voilà en quelques mots la lecture de la société civile face aux défis de l'heure sur les questions techniques, les questions de méthodologie et les questions humaines. Nous pensons que si le prochain gouverneur provincial et son cabinet et son équipe prennent ces principes au sérieux, nous serons en train d'assister à un début de décollage de notre province. Je dis et je vous remercie.